Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir le professeur Omar Lemribchi. Marhaba bik, bonjour professeur. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. Professeur d'histoire et civilisation à l'université Hassan II, Casablanca, Blimsik. Alors on va aborder un thème avec vous, professeur, qui sont les Juifs du Maroc. C'est la deuxième fois qu'on parle de ce sujet. C'est un sujet très important et c'est pas un problème d'avoir plusieurs angles. Et c'est votre spécialité, n'est-ce pas? Exactement. Alors, parler des Juifs du Maroc, c'est parler d'une entité indissociable de l'histoire du Maroc. Les Juifs du Maroc est une partie intégrante de son histoire. Pour un petit peu comprendre l'histoire des Juifs, il faut un petit peu remonter dans le temps. Depuis au moins avant l'avènement de l'islam, c'est-à-dire à l'Antiquité, il y avait certainement des flux migratoires qui se sont déplacés avec les Phéniciens et puis ils se sont installés dans le pourtour, surtout dans les villes sur les côtes exactement, à Ceuta et en d'autres régions, et ils se sont installés et puis ils se sont intégrés facilement dans la société marocaine. Ils sont devenus une partie intégrante, comme j'ai eu de dire. Les Juifs du Maroc, pour comprendre un petit peu le processus historique de leur vie communautaire, intercommunautaire, etc., il y avait certainement beaucoup de témoignages. Le premier qui parle des Juifs, à part, le premier écrivain, historien arabe et musulman, c'est Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, dans ses études, il a parlé, c'était le premier qui a mentionné les Juifs du Maroc à partir d'un processus qu'il appelait la judaïsation des Berbères et la berbérisation des Juifs. C'est-à-dire qu'il y avait dans quelques tribus berbères, comme les Nfzawa, comme les Jrawa, etc., des tribus où il y avait des individus, des Juifs en général, des Marocains à l'époque. Le Maroc n'avait pas ce nom. On parlait de le Maghreb al-Aqsa. Donc le Maghreb al-Aqsa, il y avait certainement des Juifs, des individus qui professaient du judaïsme. Et dans son étude, je crois qu'on doit comprendre et assimiler parce que il constitue, je crois, les premiers éléments pour la compréhension du début de la présence juive au Maroc. Ben Khaldoun, mais c'est très tard, Ben Khaldoun, c'est oui, 14e siècle. C'est 15e siècle, mais quand même, Ben Khaldoun, il a fait des études sur la constitution des tribus berbères. Il a mentionné 5 tribus, et puis il a dit que Jrawa, par exemple, et Nfzawa, il y avait parmi ses habitants, il y avait des Juifs ou des Marocains. Marocains, je le répète, c'est un terme entre parenthèses, des Marocains qui professaient du judaïsme. Alors pardon, Nfzawa, c'est pas en Tunisie? Oui, dans la région. C'est parce qu'il y avait des interpénétrations entre les différentes régions. Donc, parce que le Maghreb al-Aqsa, c'est difficile de déterminer ou de délimiter l'espace d'une manière assez stricte et précise. Donc, avant l'islam, maintenant on est dans l'Antiquité et on est en train de parler d'un Maroc pré-islamique où on comprend qu'il y a des tribus judaïsées. Il y a une présence romaine également dans certaines villes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme religion? C'est-à-dire les gens qui ne sont ni juifs, ni romanisés, est-ce qu'on a une idée sur les religions qu'ils pratiquaient, ou même peut-être qu'ils n'en avaient pas? Enfin, ça m'étonnerait, mais... Alors pour les Berbères, on a ce qu'on appelle le paganisme, le Wataniya. Il était des païens. Donc, il professait plusieurs l'anthropomorphisme, c'est-à-dire il croyait au pouvoir des animaux et d'autres choses. Mais il y avait à côté le charaïsme. Ibn Khaldoun, il a parlé de charisme. Donc, puisqu'on parle des Juifs, il a dit qu'il y avait des tribus berbères, surtout en mentionnant deux tribus, les Nefzawa et les Jrawa, qui professaient plutôt le charisme. Le charisme, c'est un courant plutôt du judaïsme scripturaliste fondé sur la Bible hébraïque, sur la Mikra. La Mikra, c'est-à-dire la loi orale, parce que dans la culture juive, il y a la Mishnah et la Mikra. La Mikra, c'est la loi orale et la Mishnah, c'est la loi écrite. Et troisième religion, c'était le christianisme, avec la romanisation, le processus de romanisation de la région, on avait certainement des personnes, des individus qui pratiquaient le christianisme.
Mais je crois que la religion, c'est pas la religion, mais c'est la croyance la plus répandue à l'époque, c'était le paganisme. Surtout le paganisme, c'est-à-dire les gens qui adoraient des créatures, etc. D'accord. Le soleil, la lune, les animaux, etc. D'accord, donc on reste dans cette époque. Donc il y avait des synagogues. Oui, il y avait des synagogues, exactement. Forcément. Il y avait des synagogues, mais c'est très très difficile de déterminer ou bien de préciser exactement les dates et les lieux on appelle ça les lieux de mémoire. C'est-à-dire on n'a pas de monuments tangibles parce que les fouilles archéologiques ne le permettent pas. Il n'y a pas de site archéologique, par exemple, ou bien de découvertes matérialistes sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire voilà, il y avait une synagogue avant l'avènement de l'islam. Donc tout ce qu'on a, il y a quelques témoignages de Ibn Khaldoun, de Saint Augustin aussi, il a parlé dans son épître de la christianisation de quelques berbères, de quelques juifs et berbères bien sûr, dans un processus de romanisation, etc. Mais les lieux de culte, les synagogues surtout, puisqu'on parle des juifs, les synagogues, on n'a aucun indice tangible et palpable sur lequel on peut s'appuyer ou dire voilà, et il était dans une ville marocaine ou quelque part. Donc on passe à l'arrivée de l'islam. Exactement, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Alors l'avènement de l'islam, il y a une histoire singulière pour comprendre un petit peu comment l'islam s'est propagé dans la région. Il y avait une guerrière qui s'appelait Al-Kahina. Dihya, exactement, Dihya, de la Qabila d'Auras. Des Aurès, oui, exactement, en Algérie, l'actuelle Algérie. Et puis cette guerrière, elle était contre la présence des musulmans. Et d'après quelques références prétendent qu'elle était une juive. Bon, et on n'a aucun témoignage, aucun indice. Et il y a d'autres personnes qui professaient le paganisme et qui ne voulaient pas que les musulmans prennent la relève et devenir les vrais conquérants de la région. Alors là, l'islam s'est propagé partout. Donc on a une autre anecdote, c'est le conte de Julien à Ceuta, qui a prêté ses bateaux à Tariq ibn Ziyad. Exactement. Et il y avait aussi d'autres témoignages de la part de nos écrivains. Bon, ils sont tardifs, mais quand même, il y a plusieurs informations sur comment l'islam s'est propagé et quel était le statut des Juifs. Parce qu'avec l'avènement de l'islam, il y a la naissance de ce qu'on appelle le statut de dhimmi, la dhimitude. C'est-à-dire, dhimmi, c'est-à-dire c'est le statut de protection des juifs, non pas des juifs, mais les minorités religieuses, que ce soit les juifs ou les chrétiens, parce qu'à l'époque il y avait des chrétiens, il y avait quelques chrétiens. Mais puisqu'on parle des juifs, je crois que au Maroc, surtout au Maroc actuel, dans le périmètre actuel, il y avait plusieurs tribus, comme je viens de dire, avec, bien évidemment, il y avait des émirats au début, Sijil Massa, d'un côté, Banu Salah An-Khor, sans oublier, bien sûr, les Borwata de Chaouia. Et dans toutes ces régions-là, il n'y a pas un État. Donc on n'avait pas un État. On ne peut pas parler d'un État marocain à l'époque. Mais on peut parler aussi des communautés juives qui étaient éparpillées un peu partout, surtout à Fès, à Sijil Massa aussi. À Sijil Massa, au Xe siècle, le 9e, 10e siècle, il y avait toute une petite communauté juive. Et à Chaouia aussi, il y avait une petite communauté. Et Bani Salah, non, on n'a pas beaucoup d'informations sur la présence des Juifs là-bas. Avec l'avènement de l'islam, les Juifs se sentaient mieux et à l'aise par rapport à ce qui était avant. C'est-à-dire qu'il y avait des Wisigoths en Espagne et un petit peu à Ceuta, mais il y avait au Maroc des Émirats. Des Émirats, ils ont essayé de tisser des liens intercommunautaires avec les Juifs, c'est-à-dire en se basant sur le statut de Dhimma. Le statut de Dhimma, c'est-à-dire qu'il faut payer le jizya, la capitation, et en même temps, il faut respecter un certain nombre de normes. Et de cette façon-là, les Juifs se sentaient très très bien à l'aise et se sentaient intégrés dans la société, entre parenthèses, la société marocaine. Bien sûr, en pratiquant, en construisant leur synagogue, c'était l'apparition des synagogues. On a plusieurs documents qui parlent des synagogues à cette époque, c'est-à-dire les synagogues à la Tunisie et au Maroc, surtout à Fès, où il y avait une très 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 grande communauté. Il y avait une académie talmudique très connu au niveau international à cette époque, parce que les ulama ou les savants ou les érudits, les hacham, les rabbins marocains, ils étaient très connus par la promulgation d'un ensemble de textes juridiques, d'un ensemble de réponses, et en même temps, ils avaient cette volonté de faire de Fès un rayonnement. Exactement, mais c'est comme un hub, un centre de recherche talmudique, etc.
quand on parle de l'Kahina comme étant une résistance à l'islam, il y a deux écoles chez les gens qui écrivent sur le sujet. Il y a l'école qui dit, voilà, les musulmans arrivent, il y a des résistances, soit Kousseïla, que ce soit Dihya, etc. Et il y a une autre famille de gens qui disent, c'est pas forcément une résistance religieuse, c'est une résistance à un empire omeyyade qui s'étend, et donc une résistance entre un pouvoir, entre guillemets, qui vient de l'extérieur et un pouvoir local. Et donc on a une guerre normale de conquête, et pas forcément une guerre religieuse. Comment vous voyez les choses? C'est la première question. Les deux, parce que d'abord, la défaite des musulmans, c'est-à-dire le premier contact, la première affrontation entre les deux, entre Al-Kahina et les troupes omeyyades, il y avait une défaite. Donc Kahina, il a tué Hassan ibn Nu'man, il a chassé les Arabes, entre parenthèses. Mais dans la deuxième tentative, ils ont réussi, ils ont tué Al-Kahina. Ce qui répond à la deuxième question, quels étaient les résultats de cette conquête? Même le terme conquête, entre parenthèses, bien sûr, invasion, conquête, il faut un petit peu se méfier de ces notions, mais quand même, il faut le dire. Al-Kahina, bien sûr, était une guerrière. Elle représentait son peuple. Il était une personne qui voulait à tout prix débattre, ou bien affronter, guerroyer, et en même temps préserver son peuple de l'invasion musulmane. Mais dire qu'il était une guerre de religion, c'est un petit peu difficile de... C'est une guerre de pouvoir. C'est une guerre de pouvoir, bien sûr, c'est une guerre de pouvoir. Je crois que moi, je choisis guerre de pouvoir au lieu de guerre de religion. Exactement. Il y avait un choc, c'est vrai, il y avait un choc entre les deux parce qu'il y avait deux cultures différentes, il y avait deux religions différentes, il y avait deux langues, deux lieux différents, etc. Donc la relation dominant-dominé, c'est une relation, je crois, qui est omniprésente dans toute l'humanité. Ouais. La deuxième question que j'ai, c'est sur le statut de dhimmi. Le statut de dhimmi en arabe, mais on l'écrit la dhimitude parfois parce qu'il est. Alors, c'est-à-dire, ils payent des impôts. Puis la jizya, exactement. Pour la protection. Pour leur protection. Pour leur protection. Ils ne payent que la jizya. Non. C'est-à-dire, le musulman, qu'est-ce qu'il paye en fait? C'est ça ma question. C'est-à-dire, entre un contribuable musulman et un contribuable juif, est-ce que la jizya, elle se rajoute à l'impôt musulman ou elle le remplace? C'est ça ma question. Le statut de dhimma, il était dicté par le pacte de Omar. Omar radiyallahu anhu, parce que quand il est arrivé au pouvoir... Le calife, on parle le calife, exactement, le calife, quand il est arrivé au pouvoir, il a remarqué qu'il y a plusieurs juifs, plusieurs chrétiens, etc. Alors, dans une politique de cohabitation, de bon voisinage et de coexistence, il a pensé à créer, à la lumière des autres instructions islamiques, de créer un pacte qui s'appelle un pacte de Omar. Pacte de Omar, c'est-à-dire que un juif, on prend l'exemple des juifs, un juif comme minorité, les juifs, ils ont le droit de vivre paisiblement et en paix, ils sont protégés par les musulmans, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, à condition qu'ils payent la jizya, c'est-à-dire la capitation, et en même temps, ils ont le droit, bien sûr, de porter plainte contre n'importe quelle infraction, mais ils doivent se distinguer par un habit, ils n'ont pas le droit de porter des armes, et d'ailleurs, ils ont le droit de ne pas participer à la guerre. C'est-à-dire, ils étaient préservés de toutes sortes de problèmes relatifs avec la guerre. Et il y a troisième chose, si on fait la comparaison avec la capitation et la zakat, parce que les musulmans, ils doivent payer zakat, voilà, et faire la comparaison, c'est-à-dire, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. Sauf que la jizya a été manipulée ultérieurement, soit par des émirats, soit par des personnes, des représentants de politique, des qaïds, des bachas. Après, il y avait certainement, ils ont alourdi des impôts allant jusqu'à vraiment la moitié de ce qu'ils possèdent, toute la communauté, par exemple, Hafez, Amknas, etc. Mais au nom de l'islam, de ce que dicte l'islam, le pacte de Omar dit texto que les juifs ou bien les chrétiens, toute minorité religieuse qui vit dans le territoire qui appartient aux musulmans, il doit payer l'impôt, mais en contrepartie, il y a la paix. Il y a la protection et ils sont exempts de toutes sortes de participation à la guerre, etc. Et vous savez, il y avait un très grand problème dans l'histoire, il y avait des gens qui payaient de l'argent pour ne pas participer à la guerre. Et les Juifs, ils étaient donc exempts de cette... D'accord, donc c'était un grand, je crois, c'était un grand droit et qui est, je crois, singulier pour les Juifs. Et on n'a pas su pour les Juifs, mais bien sûr pour les chrétiens. Troisième question, ils sont exclus des métiers de la guerre, donc ils ne portent pas d'armes. Oui. Qu'en est-il pour la propriété? Est-ce qu'un Juif, dans cette époque-là, peut acheter ce qu'il veut? Je pense en particulier à
propriété agricole, terrain, où est-ce qu'il est tenu à un certain quartier, ou s'il a envie d'acheter 5 hectares chez Ouya, est-ce qu'il peut... C'était difficile pour un juif d'avoir une propriété. Franchement dit, donc on peut, par exemple, dans des cas, à part l'élite, il y avait une élite plutocratique qui travaillait au nom du roi, du sultan, etc. Et il possédait vraiment des propriétés. Mais l'individu, le juif qui faisait partie d'une strate un petit peu pauvre ou bien populaire, etc., il n'avait pas ce droit. Et même pour construire une synagogue, il faut demander une autorisation. Et c'était vraiment un combat entre les juristes musulmans, le fuqaha. Par exemple, Ahmed, non pas Ahmed, c'est Touet. Touet, c'est une ville marocaine. Toujours, elle était marocaine. Mais après l'occupation de l'Algérie, elle est devenue une partie du territoire algérien. Donc, à Touet, par exemple, il y avait un certain Marili, les fatwas de Marili, ils sont connus. Il a promulgué une fatwa, disant qu'il ne faut pas construire les synagogues sur un territoire musulman et que toute synagogue doit être détruite si ne respecte pas les lois musulmanes, c'est-à-dire qu'il est prohibé, qu'il est interdit de construire une synagogue. C'est quand cette fatwa ? C'était 15e siècle, 15e, 6e. Donc il interdit les synagogues, tout simplement. Il interdit les synagogues, et d'ailleurs, Ouachalissi, il a parlé de ça dans ses fatawa. Il a parlé de cette demande des Juifs demandant au sultan de leur permettre de construire des synagogues, mais il y avait certainement une doctrine un petit peu rigoriste qui ne veut pas que les Juifs aient beaucoup de privilèges, etc. Parce qu'il y avait certainement une rivalité entre les musulmans et les Juifs. Parce que les Juifs, comme vous le savez, ils étaient détenteurs du commerce, surtout extérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec l'avènement de l'islam, les musulmans, il y avait une doctrine ou bien des fatwas qui partagent l'Europe ou le monde Dar al-Kufr et Dar al-Islam. Dar al-Kufr, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'islam, et Dar al-Kufr, il est donc interdit qu'un musulman se déplace, aller à un autre pays où il n'y a pas de l'islam. Il n'y a pas le Coran, il n'y a pas l'Adhan, etc. Et c'est pour cette raison que le juif, il était choisi pour ces missions. Et on a plusieurs modèles, peut-être on va s'arrêter sur ça, mais les musulmans, quand ils voyaient leurs voisins, donc ils étaient des voisins, leurs voisins arrivaient avec de la fortune, avec des habits, etc., mais ne se sentaient pas bien. Donc il y avait plusieurs tumultes, plusieurs problèmes, On parle de quelle période, là ? Période, c'est 16e, 17e siècle, 18e, et ça va... C'est-à-dire qu'en interdisant aux musulmans d'aller dans le kufr, c'est-à-dire en territoire extérieur à l'islam, en fait, c'est comme si on avait donné une sorte d'agrément aux Juifs pour commercer avec leur donner le monopole de commerce étranger. Extérieur, voilà. Exactement. Et ce qui a créé des tensions intérieures. Il a créé des tensions parce que les Juifs, par exemple, Gibraltar qui était espagnol et musulman, et puis espagnol, et puis anglaise, ceux qui dominaient, qui avaient l'accapage du marchandise et du rapport des transactions entre le Maroc et Gibraltar, c'était des membres des communautés marocaines juives. Et ils étaient les détenteurs de ce pouvoir de transaction, ils étaient les seuls. Et ça avait un rendement économique, et bien sûr, qui dit économie, dit social. Parce que là, on a commencé à voir les Juifs très riches, ils ont de très très bonnes maisons, avec 2 étages du 19e siècle, et les Marocains, quand ils passent à côté du Mellah ou bien du quartier juif, quand ils voient leurs voisins comme ça, alors il y avait des tensions. Pour un petit peu avancer dans le temps, donc après la chute de Grenade, c'est vrai qu'il y avait une cohabitation parce qu'ils avaient, les musulmans et les Juifs, ils avaient les mêmes problèmes. Ils étaient chassés de l'Espagne, ils étaient dépossédés de leurs biens. Bon, ils sont arrivés au Maroc, ils étaient très accueillis par les Marocains. Et petit à petit, ils ont commencé à cohabiter, à coexister ensemble, à partager leurs problèmes. Mais toujours, il y avait des limites entre les deux. C'est-à-dire, il y a donc dans la culture, par exemple, juive, l'endogamie, il est interdite. C'est-à-dire, il ne faut pas se marier avec non-musulman, de goïm. Goïm, c'est-à-dire un non-juif. On ne peut pas se marier avec une femme juive, par exemple, ou un homme juif. Donc, c'était vraiment... Il y a des choses, même les Marocains, des musulmans, donc les Marocains, ils sont tous des Marocains, mais de confession juive, de confession musulmane. De confession musulmane, eux aussi, ils n'acceptaient pas que leur fils, par exemple, prenne une femme juive, et vice-versa. Et cela a créé un clivage entre les deux. Mais c'était un clivage expliqué par les principes religieux, par les lois, que ce soit la loi juive ou que ce soit la loi musulmane. Mais 6e siècle, 17e siècle, il y avait certainement, avec l'arrivée, donc la conquête
plutôt de l'occupation de Ceuta, 1415, il y avait la présence portugaise. C'était la première fois dans l'histoire du Maroc, après bien sûr l'avènement de l'islam, qu'un conquérant, les Portugais, prennent une présidence ou bien une ville très stratégique. Ceuta était très stratégique, c'était une ville, c'était le premier port au Moyen-Âge. C'était une grande ville aussi. Une grande ville, en termes de superficie, elle était petite, 11 km, 12 km. Mais il ne faut pas oublier Beni Younesh qui était pas aux délimitations actuelles, parce que Beni Younesh est une partie intégrante du territoire espagnol, du territoire marocain de Ceuta. Mais quand ils ont occupé Ceuta, ils ont occupé après Assila et Tanger en 1471. Et c'est là on a commencé à voir la présence chrétienne au Maroc. Donc avec la propagation du christianisme un petit peu, avec bien sûr la présence et l'omniprésence aussi parfois des chrétiens. Et là aussi, beaucoup de textes parlent des juifs qui travaillent pour les chrétiens. Pour les chrétiens et les juifs qui étaient espions, qui travaillaient aussi pour les chrétiens. Il y avait certainement des tensions. Bon, donc on peut multiplier les exemples à Safi, à Tanger, à Ceuta même, etc. Et même quand on essaie de faire juste une petite analyse de ce qui s'est passé durant cette période du 15e, 16e siècle, on se rend compte qu'il y avait des flux migratoires continus des juifs et des musulmans. Donc, puisqu'on parle des juifs, on va rester seulement dans le thème des juifs. Il y avait certainement plusieurs flux migratoires. À chaque fois, les Espagnols et les Portugais chassaient les Juifs, donc ils arrivent au Maroc et puis ils ont crié. Parce qu'il y a un petit peu une information sur laquelle je dois m'arrêter, c'est qu'au Maroc, il y a deux types de Juifs. On dit les Touchabem et les Migorachem. Les Touchabim, c'est-à-dire les Juifs beldiens. On dit les Juifs beldiens, c'est-à-dire les autochtones, les indigènes. C'est-à-dire les Juifs qui étaient là avant l'arrivée de l'islam. Mais il y a d'autres Juifs qui viennent après. Ils viennent après l'expulsion, surtout après l'expulsion, leur expulsion et la chute de Grenade, c'est-à-dire 15e, 6e siècle. On appelle ça les Migorachem. Les Migorachem, c'est les Juifs romiens. C'est-à-dire les Juifs ou les Sifarades, même on dit les Sifarades. Ou parfois on dit les Maranos, los Maranos. Le Marano, mais c'est une insulte. Marano, c'est le porc, c'est le sanglier. C'est un animal, donc on disait que... D'accord. Donc il y a les juifs, les juifs des gens originaux, enfin anciens, autochtones, et il y a les juifs qui arrivent chassés par la Reconquista, par la prise de Ceuta, etc. Exactement. Et donc ça fait une deuxième catégorie. Alors je sais pas où j'ai lu qu'il y a énormément de problèmes entre ces nouveaux juifs et la communauté musulmane, et même entre ces deux communautés juives. Exactement. Est-ce qu'on peut développer ces problèmes? Oui. Parce que d'abord, même la structure mentale et intellectuelle des juifs chassés d'Espagne, les séfarades, elle est différente de celle des juifs autochtones. Parce que les juifs autochtones, ils vivaient dans les montagnes. Il y en a les uns qui habitaient des villes qui donnent sur la mer, ou les villes côtières, mais ces juifs, ils étaient un petit peu, non pas développés, ils étaient un petit peu... ruraux, quoi. Ruraux et non pas instruits au point de dire voilà qu'ils sont vraiment très développés dans leur mode de vie, dans leur mode de pensée, etc. Alors ceux qui ont été expulsés d'Espagne, ils sont arrivés au Maroc, c'est vrai, ils étaient éparpillés partout dans Fès, surtout Fès, Rabat, Tétouan aussi, parce que avec l'expulsion, il y a une chose sur laquelle je dois m'arrêter aussi, lorsqu'ils ont chassé les Espagnols ou les chrétiens, ils ont chassé les musulmans, les juifs, on a vu l'apparition de nouvelles villes. Chaouen, Tétouan, etc. Donc ces villes, elles sont devenues des villes qui voulaient à tout prix revenir à l'Andalousie. C'est-à-dire ils voulaient récupérer leurs biens, etc. Donc c'est la course, c'est la piraterie, c'est toutes sortes de violences qu'on peut imaginer, mais ils avaient quand même, historiquement parlant, ils avaient quand même raison parce qu'ils étaient chassés d'une manière un petit peu brutale et épouvantable même. Par exemple, il y a des témoignages juifs qui disent que à Grenade, par exemple, ils ont tué plus de 150 dans une seule journée. Et ça nous montre combien il y avait de violence vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis aussi des musulmans. La confrontation entre les deux communautés, deux clans, communauté c'est bien le terme le plus approprié, c'est que les séfarades, je vais employer le terme séfarade parce que c'est ceux qui viennent de l'Europe. Donc les séfarades, ils sont venus au Maroc, c'est vrai, ils avaient cette intention de vivre à la manière dont ils vivaient en Europe, en Espagne. Mais ils étaient affrontés avec un esprit d'abord méticuleux, parce que les Juifs du Maroc, les autochtones, ils étaient extrêmement rigoureux sur la religion. Rigoureux et orthodoxes.
parce qu'il y avait plusieurs sectes religieux. Il ne faut pas oublier ça. Les Juifs ne sont pas sur le même plan de confession, ni sur le même plan de pratique religieuse. Et il y avait, par exemple, dabiha, comme le fait d'égorger les moutons, etc. Et il y avait des contentieux même allant jusqu'aux tribunaux pour demander des droits de la part des Mogorachem ou de la part des Touchabem. Et ça a créé des tensions au niveau interne. Et les relations communautaires, elles s'empoisonnent petit à petit. Pourquoi ? Parce que il y a même des takanot, on appelle ça des takanot. Les takanot, c'est-à-dire les fatawa al-yahoudiyya. Les takanot et les responsables. Les responsables et takanot, fatawa al-fardiyya, al-jama'iyya, collective ou individuelle. C'est-à-dire ces fatawa ou ces fatwas, ces takanot, vraiment, quand on analyse le contenu, c'est d'ailleurs, Haïm Zafar travaille beaucoup sur ce sujet, on voit que même il était interdit qu'un Mogorachim se marie avec un Touchabem. C'est l'apartheid dans l'apartheid. C'est l'apartheid total dans l'apartheid, mais c'était provisoire. Donc il y avait un certain rigorisme, mais c'est comme ça. Les Juifs ont pu et ils ont su comment se débarrasser de ce genre de pratique un petit peu rigoriste et un petit peu orthodoxe. D'accord. Mais il y a également un phénomène d'arrivée de beaucoup de ces Juifs séfarades dans les arcanes du pouvoir. On trouve, je pense, dès les Saadiens et les Alaouites, on trouve des conseillers de confession juive séfarades qui intègrent le pouvoir marocain. C'est vrai, c'est un phénomène un petit peu particulier parce que les Marocains de confession juive, ils avaient toujours des potentialités de devenir vraiment les représentants parfois même des Marocains. C'est-à-dire que ce soit sur le plan économique, surtout diplomatique. Dans le domaine de la diplomatie, les Juifs, ils ont joué un rôle prépondérant, surtout avec les Pays-Bas, avec l'Angleterre, avec l'Espagne, le Portugal, etc. Mais pour remonter un petit peu dans le temps, je crois que le premier souverain musulman, qui a vraiment demandé l'aide aux Juifs et qui a vraiment confié des missions, diplomatiques et même économiques, c'était le calife Abderrahmane III. Troisième calife, Abderrahmane III, en Andalousie, à Cordoue surtout, vers le Xe siècle. Il a chargé, par exemple, Hasdai ben Chabrot et Samuel ben Negrila après, et un membre de famille, Joseph ben Negrila. Ils étaient les détenteurs d'un grand nombre de décisions, allant même dans les grandes décisions de l'État à cette époque. Sur les Mérinides, on a Haroun ben Battash. Haroun Battash qui était un conseiller du sultan Abdelhaq al-Marini. Et c'était une des causes, parce qu'il était tué, et le sultan et le juif, le conseiller, il était tué parce que les musulmans de Fès n'ont pas accepté qu'un juif prendre cette relève et devenir vraiment quelqu'un qui est très proche de... Et à l'époque saadienne, pour passer un petit peu très rapide, l'époque saadienne, c'est-à-dire 6e, 17e siècle, on a plusieurs noms qui se répètent. On a à l'époque de Abdullah al-Ghalib, ou d'Ahmed al-Mansour, par exemple, Jacob Roti. Jacob Roti, c'est quelqu'un qui est très important parce que d'abord, il est issu d'une famille séfarade, il est venu au Maroc et il a contribué à acheter beaucoup de cargaisons d'armes et beaucoup de choses de poudre, c'est surtout la poudre. Et aussi, on a une autre figure emblématique, c'est à l'époque de Moulay Zidane, c'est Samuel Palache. Samuel Palache, le grand Samuel Palace. Samuel Palace, c'est un aventurier, c'est un pirate même, et c'est quelqu'un qui il a créé des problèmes un peu partout. Les relations, même les tensions entre le Maroc et les Provinces-Unies, c'était la Hollande, l'ancienne Hollande, il a créé des tensions entre le monarque marocain et le monarque hollandais. Samuel Palace, c'était toute une famille qui travaillait dans deux domaines, la diplomatie et... la piraterie. Non, la piraterie, c'est le seul, c'était Samuel Palache. Même, il a piraté vraiment des navires, vraiment. Donc la diplomatie et le commerce. Diplomatie et commerce, c'était des négociants de grand talent. Et il y avait aussi Samuel Palache et Joseph Palache et David Palache. Ils travaillaient dans la rédemption, dans la libération des captifs, dans l'achat, les transactions, etc. Mais il était c'est une famille très, très intelligente. Il a su à sa manière comment créer des liens entre le Maroc et l'Europe. Et juste une autre information, c'est que cette famille, la famille Palache, il a non seulement créé des relations amicales, mais il a créé des tensions allant jusqu'à même l'Hollande, par exemple. Ils ont pensé à appeler à la guerre contre les Marocains. Pourquoi ? Parce que Samuel Palache les a trahis. Et à l'époque alaouite, qui est très importante aussi, Moulay Ismaïl, par exemple, c'est vers le XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait une famille très importante, ce sont les Maïmaran.
Aïlat Maïmaran. Et d'ailleurs, il y a des écrits qui disent que c'est grâce à la famille Maïmaran que Moulay Ismaïl est devenu monarque. Bon, ça c'est écrit, surtout dans le livre de Nicole Sarfati, il a écrit ça. Donc les Maïmaran, il y avait Joseph Maïmaran et Abraham Maïmaran. Ils étaient aussi non seulement des négociants, mais aussi ils étaient dépêchés. Ils étaient dépêchés par le sultan pour résoudre des problèmes, que ce soit avec les Juifs qui habitaient à Gibraltar, parce qu'à cette époque, plusieurs Juifs et musulmans, ils se sont déplacés et sont allés jusqu'à Gibraltar, parce qu'il y avait une politique des Anglais à vraiment rendre Gibraltar une ville côtière avec une grande fascination, etc. Et il y a le Toledano aussi, à l'époque de Moulay Ismaïl. Je ne peux que mentionner Joseph, Hayem et Moès, ce sont les trois qui sont d'une grande importance. Et il y a la famille Ben Attar. Et ça, il faut s'arrêter sur cette personnalité ou ce personnage aussi ce protagoniste qui a marqué son temps. Parce que Ben Attar, c'est grâce à lui qu'il y avait plusieurs conventions, plusieurs relations avec surtout l'Angleterre. Il était spécialisé dans les relations. Moulay Ismaïl. À l'époque de Moulay Ismaïl. D'accord, donc c'est une sorte d'ambassadeur en Angleterre. Vers la fin de l'époque de Moulay Ismaïl, parce que Moulay Ismaïl est mort en 1727. Exactement. Donc c'était quoi, une sorte d'ambassadeur qui fait... Envoyé. C'est un ambassadeur et envoyé, exactement. Le terme diplomatie n'existait pas. Donc la diplomatie, c'est un terme récemment créé vers le 19e siècle. Il était nommé ambassadeur et envoyé parfois. Safir, exemple, ambassadeur. On a les séfarades qui sont chassés d'Andalousie. Certains viennent en Afrique du Nord, d'autres vont en Europe. On va les retrouver, d'autres vont en Turquie. Enfin, on va les trouver un peu partout, y compris dans des pays chrétiens. Et j'ai lu quelque part, je vous demande la confirmation, que le fait qu'ils aient comme ça été éparpillés géographiquement a permis de créer un réseau. Exactement. Qui a facilité justement le commerce dont on parle, les échanges financiers, les échanges diplomatiques, parce que on va trouver des gens de la même famille ou village ou quartier dans des pays très distants qui peuvent communiquer, se déplacer, etc. C'est ce qui s'est passé. Exactement. Et c'est la thèse de Jean-Louis Miège, le Maroc et l'Europe. Il a créé sa thèse de doctorat pour l'obtention du doctorat. Il a écrit dans le 2e ou 3e tome, il a dit que parmi les points les plus forts qui ont permis aux Juifs de devenir ou de constituer une élite plutocratique très reconnue, très riche, etc., et prospérant, etc. Bon, on peut utiliser toutes les notions ici. Parmi les raisons, c'était d'abord les réseaux avec leurs coreligionnaires. C'est-à-dire, un Juif, quand on s'y déplace, par exemple, en Hollande, il y avait plusieurs communautés juives formés par des Migourachim aussi et des Touchabem, la même chose, mais formés par des séfarades. Et les Juifs, ils ont utilisé, ou bien, je crois, exploité ce privilège, pour créer des contacts. Et ils facilitaient la tâche aux Juifs du Maroc en termes d'espionnage, en termes de cargaison, en termes d'échange de captifs, de rédemption, etc. Et peut-être que cette caractéristique du côté relationnel entre les Juifs du Maroc et les Juifs séfarades qui étaient éparpillés un peu partout, comme vous l'avez dit, il y a à l'époque de Sidi Mohamed Ben Abdallah, surtout avec Samuel Sombel, c'est celui qui a constitué l'élite de ce qu'on appelle Tijar Sultan. Et Mogador, il était construite pour qu'il devienne une surface. C'est parce que c'était le premier port sur le front atlantique pour un petit peu donner au Maroc ce privilège d'un pays pacifique et en même temps un pays très fort. C'est-à-dire qui peut un petit peu tisser des relations économiques avec le reste du monde. Alors on nous a dit dans un podcast sur Souala, puisqu'on parle de Mogador, donc Souala, que c'était la ville juive par excellence, avec peut-être 50%, on nous a avancé même le prix de la moitié. Entre 40 et 50%. Voilà, donc quasiment la moitié de la population juive, dont certains tellement prospères, et des vraies bourgeoisies commerciales, exactement commerciales, qu'ils envoyaient leurs chemises se faire repasser en Angleterre. Oui. Ça démontre à quel point ils avaient des relations avec leurs coreligionnaires parce que ce ne sont pas les Juifs du Maroc qui étaient des détenteurs du pouvoir économique et commercial dans leur pays. C'était aussi les Juifs éparpillés dans le monde. C'est-à-dire les Juifs en Angleterre, ils étaient aussi des détenteurs. Et c'est eux qui avaient le pouvoir de prendre des décisions décisives au nom des Juifs
et au nom de l'État de l'Angleterre. Et je crois que c'est un exploit. Et les Juifs, ils ont su comment accumuler des points, comme on dit, et comment un petit peu travailler sur ce point, c'est-à-dire de créer ce côté relationnel. À l'époque de Sidi Mohammed bin Abdallah, c'est une époque un petit peu différente. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, il a bâti... Sidi Mohammed bin Abdallah, on est en 1800... Mohammed bin Abdallah, c'est 1757, et puis il est mort en 1790. D'accord. Donc durant tout son parcours de gestion des affaires du Maroc, Sidi Mohammed bin Abdallah, il avait une politique, c'est-à-dire s'ouvrir sur le monde extérieur, un petit peu chercher les richesses là où ils sont, c'est-à-dire en employant parfois les Juifs, en employant parfois les musulmans. Et il a construit Mogador, la grande Mogador, et Mogador est devenu le premier port marocain. C'était Tétouan avant, et puis Mogador est devenu le premier port marocain sur deux plans, sur le plan d'exportation et d'importation. C'est-à-dire que toutes les nationalités, les chrétiens, donc les Français, les Espagnols, toutes les nationalités vivaient dans une hara, dans un quartier réservé. Il y avait des fonds dormiers même réservés à ces négociants. Donc, pour Sidi Mohammed Abdallah, pour comprendre un petit peu quel est le poids des Juifs à cette époque. Il y avait Samuel Sambal, on a parlé de Samuel Sambal. Samuel Sambal, c'était un négociant, c'était un diplomate, pas un diplomate, donc le terme diplomate, je l'utilise avec réserve, mais un ambassadeur, un envoyé, et il était toujours dépêché par le roi, le monarque plutôt, le sultan, parce que le roi, non, on ne peut pas utiliser le terme roi. Le roi, c'est le XXe siècle. C'est le XXe siècle. Donc, on peut utiliser le monarque, mais c'est un petit peu... Sultan. Oui, c'est le sultan, c'est le terme le plus approprié. Donc, il y avait Samuel Sambal, il y avait Msaoud ben Ziki, il y avait aussi Mardoukhaï Shrigi. C'est quelqu'un de très important. Il est très, très, très connu, mais d'ailleurs, il était assassiné vers la fin de sa vie. Il y avait les frères Cardozo. Les frères Cardozo, il avait des relations étroites avec surtout les négociants espagnols, portugais et anglais. Et puis, il a su quand même importer plusieurs produits. Vous savez que le thé, le café et plusieurs produits, ils étaient introduits au Maroc grâce aux Juifs. Parce que les Juifs, ils avaient cette intention de moderniser le Maroc et d'apporter plus de valeur à leur pays. Ils étaient toujours attachés à leur pays, les Marocains de confession juive, et toujours. Mais il y avait une rupture dans cette progression, ce développement des Juifs, avec bien sûr l'avènement de Moulay Yazid. Moulay Yazid, exactement. Moulay Yazid. Il y a une cassure. Il y a une cassure, une fracture, quelque chose de très très mauvais dans l'histoire des Juifs du Maroc. Est-ce qu'on peut raconter pourquoi Moulay Yazid a introduit cette fracture avec la communauté juive ? En quoi elle a consisté déjà ? Est-ce qu'il y a eu des décisions concrètes ? Exactement, oui. Alors, les Juifs appellent Moulay Yazid Caligula. D'accord. Et il y a un terme qui m'échappe, un terme juif, je ne le rappelle pas très bien, mais c'est une expression utilisée par les Juifs pour un petit peu, pas insulter, mais quand même pour dire que Moulay Yazid était vraiment un mauvais sultan pour eux. Moulay Yazid, il avait des problèmes avec son père, avec sa famille. Il s'est réfugié à Jbel Moulay Abslam. Vous savez, Bni Arous, c'est montagne Moulay Abslam. Donc, quand son père est mort, il a pris le chemin, et puis il est arrivé à Tétouan, il a saccagé la Khoudiria, Mellah. Il a tué pas mal de Juifs, il a chassé pas mal de Juifs, et c'était vraiment le premier, les Juifs l'appellent ça le pogrom. Oui, le premier. C'est difficile de dire qu'il s'agit d'un pogrom parce que le pogrom n'intéresse que les Juifs. Alors que, attention, le sultan, il a tué et les Juifs et les musulmans. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il voulait se venger. Il y avait une compétition, une rivalité entre les monarques, toujours. C'est naturel. Peut-être c'est naturel, peut-être que c'est pas naturel, mais quand même, c'est l'histoire, c'est comme ça. On peut pas réécrire l'histoire. Donc, il a voulu à tout prix décrocher le trône et devenir sultan. Mais il avait des ennemis. Les ennemis, c'était ceux qui étaient à côté de son père. Il était légitime et logique que les gens vont avoir l'allégeance envers celui qui gouverne. Alors là, il y avait quelques juifs, surtout les juifs, quelques négociants juifs, diplomates juifs, etc., qui allant contre le courant, c'est-à-dire qu'il était contre Moulay Yazid. Et Moulay Yazid, quand il a pris le pouvoir, il a dit, voilà, la première des choses, il faut se venger, il faut tuer ceux qui étaient contre moi. Et il a saccagé le Mellah de Tétouan. Il a brûlé même l'ancien Mellah de Tétouan. Parce que Tétouan, il avait deux Mellah, il a brûlé l'ancien Mellah. Mais encore aujourd'hui, la communauté juive marocaine a le souvenir de Moulay Yazid. C'est encore un nom qu'il sorte comme étant... Alors que nous, par exemple... pas Milik Hassid, on appelle ça Milik Hassid, c'est-à-dire le mauvais sultan. Parce que lui, il avait une politique. Il avait une politique que le sultan est faible et qu'il ne gouverne pas très bien et que les
choses ne marchent pas très bien et que la meilleure façon c'est de détrôner le sultan et de prendre le pouvoir. Bon, il y avait un clivage, on peut l'expliquer autrement, mais en général, c'est chacun sa logique. Donc la logique de Moulay Yazid, je crois que c'est une mauvaise logique qui n'est pas appuyée sur des convictions, sur tout ce qui est positif pour le Maroc à l'époque. Parce que le Maroc, il était très pauvre à l'époque. Il y avait des disettes, des famines, il y avait des moments de pandémie, d'épidémie, et même la sécheresse, problèmes climatologiques, problèmes économiques, problèmes démographiques. C'était vraiment une désarticulation du pouvoir même. Même le sultan, il avait des problèmes vers la fin de sa vie. Sidi Mohamed Abdallah, il avait beaucoup de problèmes avec l'économie, même avec ses juifs. Parce que les juifs, il a imposé plus d'impôts sur les juifs et les juifs, il avait des problèmes. Même, ils ont refusé de donner des impôts au sultan. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, comme Moulay Yazid, il a pris le pouvoir en 1790 et il est mort en 1992. C'est-à-dire, il n'a resté au pouvoir que 2 ans. Oui, mais c'est 2 ans qui ont marqué, donc à cause de, pas seulement de Tétouan, mais je crois qu'il a... Marrakech aussi. Voilà. Marrakech, Fès, etc. Donc, tous les millah, il a fait même, il a édicté un dahir, un décret au sens actuel, appelant tous les musulmans et tous les jund, c'est-à-dire les soldats, de confisquer les biens des juifs et de tuer les juifs comme ça. Et de cette manière, il a créé la haine au sein de la société marocaine. Il y a eu des massacres. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les riches, ils ont quitté le territoire marocain. Ils se sont allés installer, c'était le premier voyage organisé des juifs vers l'Amérique latine, Caracas, etc. Et ceux qui ont aussi un peu de fortune et se sont déplacés juste à côté, l'autre rive, c'est-à-dire l'Espagne, Portugal et surtout Gibraltar. Gibraltar, une grande communauté juive d'origine marocaine était là. Et en même temps, il y avait une conversion forcée. Ça, c'est un terme qu'on n'a pas évoqué, mais quand même. Il y avait une conversion forcée. Il y a des uns qui sont devenus musulmans parce qu'ils avaient peur d'être massacrés. Et il y en a d'autres qui restaient crypto-juifs, comme on dit, crypto-juifs, c'est-à-dire en dissimulant leur confession, en dissimulant leur religion, et comme ça. Mais la mort c'était vraiment quelque chose de très important dans l'histoire des Juifs du Maroc. Quand Moulay Yazid est mort, ils ont créé un chant. Piyot, on appelle ça un piyot, c'est-à-dire ils ont chanté comme symbole de quoi on était délibéré, c'était la salvation, était délibérée de ce roi qui était sanguinaire, un tueur, un Caligula, je sais quoi. Cette chanson, elle existe? Oui, elle est écrite, on peut la trouver dans des œuvres comme dans le livre de Salah Leibovitch, les Chroniques des Juifs de Tétouan, il a parlé de ça. Et d'ailleurs, il a taxé le sultan non pas de Caligula, mais le grand sultan sanguinaire de l'histoire de l'humanité. C'est comme ça, c'est une exagération, mais c'est quand même, parce que si on fait le calcul, logiquement, 2 ans, il a tué beaucoup de Juifs, mais pour être honnête, et avoir un petit peu une probité intellectuelle, il faut dire une chose. Il a tué et les juifs et les musulmans. Et les musulmans n'ont pas écrit sur ça parce que le sultan était musulman, donc on ne peut pas insulter un musulman. Et Ikramul Mayyiti Dafna, donc on ne peut pas dire de mauvaises choses. Mais les juifs, ils ont écrit beaucoup de choses sur ça. Ouais. Mais cela dit, on n'entend pas beaucoup parler de Moulay Yazid. Donc on n'a pas gardé... Parce que 2 ans. Oui, mais même, il n'a pas laissé une trace positive, quoi. Non, vers la fin de Moulay Yazid, il a envoyé un certain juif, j'ai oublié son nom, comme ambassade à Mlilia. Mlilia était occupée par les Espagnols. Il a envoyé j'ai oublié, Sananès, je crois, Sananès. Il a envoyé ce monsieur, et les gens, même les historiens, et ils posent la question, mais pourquoi et comment le choix de ce juif alors que ce sultan est taxé de judéophobie? Le terme utilisé... terme moderne. Ouais. Terme moderne. Mais quand même, comment il a changé l'optique, exactement. Comment Moulay Yazid, sanguinaire, brutal, agressif, etc., il a choisi un juif pour représenter son État auprès de ses ennemis. Alors, après cette court passage de Moulay Yazid avec un gros impact, je crois que les rapports vont un petit peu changer. On a parlé de cassure. On a un peu l'impression, quand on lit la littérature, que la peur s'est installée. Voilà, on va avoir un autre type de rapport, un rapport dominant-dominé avec une logique de protection. Je veux dire qu'après Moulay Yazid, donc, on bascule dans un autre type de rapport. On a l'impression exactement, avec Moulay Slimane. Voilà, avec Moulay Slimane, donc Moulay Slimane, c'est bon. Après la mort de Moulay Yazid 1792, c'était tout un changement radical dans le côté relationnel, relation intercommunautaire. C'est-à-dire que le sultan, quand il est arrivé au pouvoir, la première des choses, c'est qu'il a édicté
une loi, un décret de construire les Mellah. C'était les derniers. C'est Moulay Slimane. Moulay Slimane, exactement. Il a promulgué cette loi, appelant tous les représentants politiques au niveau régional, provincial, au sens actuel, de donner, et il a imposé même. Il a dit il faut construire les Mellah. Donc, on a vu dans l'histoire la construction de 3 ou 4 Mellah à l'époque, 4 je crois. Donc, celui de Tétouan, celui de Salah et de Rabat. Qui avait brûlé son train. Oui, c'est ça la récompense. C'est-à-dire que si Moulay Yazid a brûlé le Mellah, moi je le construis. Je le construis. Et c'est parmi des explications, parce qu'on ne sait pas qui sont les motifs de la construction, la création des Mellah au Maroc. Il y a plusieurs explications, plusieurs justifications. Explications religieuses qu'il faut un petit peu laisser les Juifs pratiquer leur religion loin des musulmans. Explications, justifications économiques, c'est que les Juifs ils sont des détenteurs de commerce. Donc, il faut avoir des lieux à part entière pour eux. Et explication démographique, les Juifs, il y a eu une augmentation accrue des Juifs, donc au niveau de la population. Donc, on doit avoir une zone réservée uniquement. Mais il y a une autre explication. Politique. Politique, c'est ça. Et moi, j'ai écrit ça dans mon livre. J'ai écrit qu'il y a une autre explication, l'explication politique. C'est-à-dire que oui, Moulay Yazid, il a brûlé le Mellah, il a tué les Juifs, il a massacré pas mal de personnes. Mais moi, en tant que sultan du Maroc, c'est ça la continuité de la politique alaouite. C'est-à-dire qu'il y a une politique continue dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire il n'y a pas une interruption. C'est-à-dire on va continuer de créer ce Maroc, un Maroc où il y a le métissage, où il y a la diversité, et que la diversité est une richesse pour nous. C'est-à-dire qu'il faut garder les liens avec les Juifs, les liens avec les chrétiens, les liens avec les étrangers, etc. Et c'est de cette politique on a vu la création des 3 Mellah et d'autres politiques. Ils sont où les 3 Mellah? Le nouveau Mellah, parce que à Tétouan, par exemple, il y avait l'ancien Mellah qui était, comme je viens de le dire, elle était brûlée, saccagée par Moulay Yazid. Mais le deuxième, il était construit, il était à l'époque Ash'ash, qui était le gouverneur de la région. Il a demandé, il y a le texte, il est écrit en espagnol malheureusement, l'original il est perdu, mais moi j'ai trouvé le texte en espagnol et je l'ai traduit. Il a demandé de construire, de réserver donc un territoire. Vous savez, c'était un territoire, c'est le cœur. C'est le cœur de la ville. C'était à côté du palais, de représentants de politique du sultan, et en même temps, et s'étend sur un territoire très vaste, sur, je crois, 5 hectares. À l'époque, 5 hectares à l'époque, c'est une ville dans la ville. C'est pour cette raison qu'on dit le Mellah de Tétouan, que c'est comme un État à part entière, si vous voulez dire. Alors, les choses ont changé, c'est vrai. Moulay Slimane, il avait une politique pacifique. Il appelle à la tolérance, à la coexistence, au bon voisinage, etc. Je veux justement parler d'un personnage aussi emblématique dans l'histoire du Maroc. Surtout, c'est un juif. C'est Mir Maknin. D'ailleurs, on a beaucoup de livres actuellement qui parlent de cette personnalité. C'est Maknin. C'était vraiment le Sombal, deuxième Palache, parce qu'il y a 3 figures ou 4 figures emblématiques dans l'histoire du Maroc. Il y a Sombal, Palache, Maknin et Ben Attar. Ce sont les 4 qui ont contribué à la construction du Maroc. Bon, au niveau extérieur, surtout au niveau extérieur, mais au niveau aussi intérieur. Moulay Abdelrahman, avec l'arrivée de Moulay Abdelrahman au pouvoir, Mir Maknin, ce personnage-là, il a vécu le mandat de Moulay Slimane et Moulay Abdelrahman. Moulay Abdelrahman, il a pris le pouvoir en 1822. Il est mort en 1859, c'est-à-dire 1859, c'est une date clé pour comprendre l'histoire moderne du Maroc. C'est-à-dire en 1859, les Espagnols ont déclenché la guerre contre le Maroc et il a occupé Ceuta en 1860. Donc la guerre a commencé en 1859 et il a pris sa fin vers 1860. Et c'est là on va vivre une autre histoire du Maroc. Cette histoire a commencé d'abord par Moulay Ismaïl, il a réussi à chasser les Portugais. C'est très bien. Mais il y avait 2 seules villes qui restent, Melilla et vous savez ça jusqu'à maintenant. 1830, la France, il va occuper l'Algérie. C'était vraiment... chasser les Ottomans et occuper l'Algérie. Exactement. 1844, la bataille d'Isly. Exactement. Ce sont les événements. Il y a un processus, donc il y a une continuité dans l'histoire. Et ça explique après un ensemble de mutations au niveau de la vie
quotidienne des Juifs, que ce soit au niveau social, économique, politique, etc. C'est-à-dire que la présence européenne va modifier leur statut interne. Exactement. Donc 1844, donc les Français, ils voulaient à tout prix conquérir le Maroc, mais le Maroc, c'est un pays qui est dur. Comme disaient les chrétiens, c'est un pays sans église et sans cloche, c'est-à-dire c'est un pays sévère, il n'y a pas de tolérance, etc. Et donc, ils ont essayé de faire des tentatives, mais à la fin, ils ont décidé... un historien qui nous a dit que jusqu'à la défaite d'Isli, les Marocains avaient vivaient sur le crédit de Oued Mekhazine. Exactement. C'est-à-dire que cette victoire avait tellement fait de bruit qu'elle a effrayé psychologiquement les invasions pendant quasiment 200 ans, 250 ans. Oui, mais le début de la faiblesse... politique, surtout au niveau politique du Maroc, c'était la bataille d'Isli, parce que c'est la fin de l'image d'invincibilité. Il suffisait 3-4 heures pour combattre les Marocains, et c'était vraiment une faiblesse inexpliquée. Je ne sais pas comment. Bon, je crois qu'il faut faire d'autres études sur les causes de cette défaite. Mais en tout cas, il reste établi dans l'histoire du Maroc que vers 1859-60, c'était l'occupation de Tétouan. Et durant ces 2 années... Par les Espagnols. Par les Espagnols, exactement. Voilà. Mais les Espagnols, ils ont su comment exploiter la défaite du Maroc, parce que Moulay Abdelrahman, il est mort en 1859. Donc 1850, il y a un vide. Qu'est-ce qu'on va faire? On va occuper Tétouan en utilisant comme prétexte l'attaque des Réfins, parce que les Réfins, ils ont attaqué quelques navires espagnols. Ouais, c'était plutôt un prétexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Maroc payait de l'impôt de guerre aux Français, exactement. Les Espagnols voulaient des impôts aussi, donc on va trouver... Et d'ailleurs, les Espagnols, ils avaient une crise monétaire et une crise financière vraiment très épouvantable. Et là, en 1860, donc, au Maroc, c'était le premier contact entre les Juifs et un Européen face à face. C'est-à-dire, ils habitaient au Mellah, la résidence des troupes espagnoles était à côté du Mellah. Ce qui va changer le statut des Juifs. Voilà. Donc, la politique des Espagnols, ils ne voulaient pas quitter le Maroc. Ils voulaient se propager, un petit peu prendre plus de terrain, etc. Mais vers la fin, il y avait quand même un accord entre les deux pays. Mais pour les Juifs, ce qui nous intéresse dans ce sujet, c'est que les Juifs, ils ont su comment travailler avec les Espagnols pour leur profit. C'est-à-dire qu'on veut un petit peu un statut de naturalisation de citoyens. Parce qu'en 1840, vous savez, après l'occupation de l'Algérie par les Français, les Juifs, ils ont demandé la citoyenneté française. Mais cette citoyenneté n'était décernée que vers 1870. 1870, c'est ce qu'on appelle le fameux décret de Crémieux. Décret de Crémieux, c'est-à-dire ils ont donné la citoyenneté après la naturalisation pour les Juifs. Les Juifs, ils sont devenus... En Algérie, on parle d'Algérie. En Algérie. C'est-à-dire que les Français... Les rumeurs arrivent. Voilà. Les rumeurs arrivent. Et les Juifs de Tétouan, surtout les Juifs, ils sont à proximité de Gibraltar. Ils avaient des relations de négociation avec les Juifs de Gibraltar. Et les Juifs de Gibraltar étaient les fournisseurs des Juifs de Tétouan et de l'Algérie. D'accord. Et c'est de cette manière qu'ils ont tissé des relations un petit peu en cachette, bien sûr, mais dont l'intérêt de tirer profit. C'est-à-dire, comment on peut tirer profit? C'est-à-dire de prendre un petit peu quelques points pour créer un petit peu quelques places dans les rouages de la société marocaine. La première des choses, c'est de chercher la nationalité, mais ils ont échoué. Mais une des choses les plus importantes, c'est que durant la présence des Espagnols à Tétouan, ils ont créé ce qu'on appelle la Junta Mixta. En espagnol, c'est-à-dire c'est une sorte d'assemblée exactement mixte entre les Juifs et les Marocs à pied égal, donc 10-10, et donc ils sont devenus, les Juifs, ils sont devenus partie intégrante dans la gestion de la ville de Tétouan, de la chose locale, comme on dit actuellement, la chose locale, c'est-à-dire la gestion de tout ce qui leur intéresse, de tout ce qui l'entoure. Donc on a, mais je sais pas bien dire, enfin on a une assemblée locale qui a 50% juive, à 50% musulmans. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, les musulmans, ils n'ont pas accepté que les chrétiens soit leurs voisins. Donc la majorité, ils ont quitté le Tétouan et sont installés à Larache, Chaouen et d'autres villes. Donc c'est des musulmans qui ont quitté Tétouan. Il y avait un vide quand même, il y avait un vide. Donc ce vide était... Ça c'est pendant les 2 ans d'occupation espagnole. 2 ans, exactement. Abir, c'était un musulman, c'était le représentant
de la minorité musulmane. C'est-à-dire, c'est un changement de rôle. Ouais, c'est un changement. Vous voyez, c'est une inversion des rapports de force. Exactement. Sarah Leibowitchi, dans son livre, c'est un très beau livre. Donc, et d'ailleurs, on est en train de traduire cet ouvrage en arabe. C'est écrit en français. Sarah Leibowitchi, il a écrit pas mal de choses en utilisant des chroniques, c'est-à-dire en s'appuyant sur le document espagnol, français, anglais, etc. Et il a fait un travail extraordinaire sur ces 2 années, sur l'occupation. Après, les musulmans se sentaient un petit peu mal à l'aise parce que vexés par les décisions des Espagnols et des Juifs. Parce que les Juifs ils sont devenus des décideurs et des acteurs de la chose locale. Et les tensions, elles ont commencé petit à petit, piano piano comme on dit, et après, avec la sortie après l'accord entre le Maroc et les Espagnols, les Espagnols quittent Tétouan, et puis les Juifs ils sont restés là. Voilà, livrés et il y avait des problèmes qui touchaient toute la société parce qu'il y avait des malentendus, des vexations, des violences aussi, des violences aussi, oui, des violences. C'est-à-dire que pendant 2 ans, enfin, il y avait l'idée de leur rendre un peu leur monnaie. Après 1860-62, donc 62, c'était l'émancipation des Juifs. Donc on a créé la première école de l'Alliance israélite universelle. L'Alliance a été créée en France en 1860. 1862, ils ont créé la première école. C'était un réseau d'écoles qui était construite dans le monde entier. Donc la première école était construite à Tétouan. Bon, il y avait beaucoup d'étudiants. Et après, ils ont créé une école réservée aux filles. Et pour la première fois dans l'histoire du Maroc, durant la présence espagnole, ils ont créé le théâtre Isabella. C'est le premier théâtre dans l'histoire du Maroc. Ils ont créé des cafés, des journaux, premier journal. Ils ont créé des imprimeries. C'était vraiment un choc civilisationnel, une rupture avec le passé. Et les Juifs, ils ont quand même essayé d'user de leur pouvoir. Bon, pouvoir en tant que partie intégrante dans l'Assemblée mixte, et en même temps de leur relation avec leurs coreligionnaires dans le monde entier. Ils ont commencé à publier des journaux en français, en espagnol, en arabe parfois, surtout à Tanger. Ils ont créé pour la première fois, c'est très important, on ne parle pas de ça, et c'est d'ailleurs un sujet qui est vraiment très très important, ils ont créé la première banque dans l'histoire du Maroc à Tanger. C'était vers 1860. Imaginez que en 1860, on construit une banque au Maroc. C'est-à-dire en utilisant l'usure. Vous savez, l'usure riba. Et à l'époque, l'usure était interdite, donc il n'était pas permis à un musulman de vendre ou d'acheter ou dans des transactions, d'utiliser ces transactions l'usure. Donc les Juifs elle avait cet accapage. Donc ils ont construit la première banque de Ben Shemol. Et après, on a construit la deuxième banque. Et après, on a construit la troisième banque. Tout ça vers la fin du 19e siècle. C'était sur Tanger et non pas à Casablanca. Après, bien sûr, les choses vont changer. Après l'occupation du territoire du Maroc, que ce soit le nord ou le sud, Casablanca est devenu le nouveau hub marocain et le grand port marocain. Et les Juifs, ils ont quitté pas mal de Juifs, et ils ont pris la décision de rejoindre Casablanca parce qu'il y a beaucoup d'occasions, beaucoup de banques, des maisons, des boutiques, etc. Et il y a le port de Casablanca. Le port de Casablanca qui est devenu le port international, qui est devenu un port qui a vraiment joué un rôle très important, et dans l'occupation du Maroc, parce que les Français l'ont utilisé, l'IOT, etc., et pour aussi les musulmans et les Juifs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des négociants musulmans qui étaient vraiment très reconnus, beaucoup. Et la grande rupture des ruptures, donc la grande rupture de l'histoire des Juifs du Maroc, c'est 1956. C'est même avant la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël, c'était en 1948. Mais avant d'arriver à 56, il faut qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut qu'on parle de la France vichiste, c'est-à-dire qui se soumet à l'autorité des nazis, qui persécute les Juifs. Et il faut qu'on parle de ce qui se passe au Maroc au même moment, c'est-à-dire à ce moment-là. Donc, est-ce que on a une autorité qui est vichiste, le résident est vichiste, et il y a la fameuse histoire de quel est le sort des Marocains juifs dans le territoire marocain par rapport aux Français juifs dans le territoire français. Et c'est là où on arrive à ce qu'il faut éclaircir, c'est-à-dire la position du sultan Mohamed Khamis. Heureusement qu'il y avait feu Mohamed V, qui n'a pas accepté que cette loi soit pratiquée et appliquée au Maroc. Il a dit un mot très important. Il a dit en arabe, أنا لست ملكا للمسلمين فقط ولكن أنا ملك لليهود ولكل المغاربة. Il a appelé à ce que les Juifs, les sujets juifs,
ra'aya, les sujets juifs, soient protégés. Et de cette manière-là, il a épargné pas mal de vexations, de brimades, de violences, etc. Et d'ailleurs, les Juifs appellent Mohammed V le tzadiq de tzadiq, c'est-à-dire le saint des saints. C'est-à-dire parce qu'il a épargné les Juifs des massacres. C'est vrai, dans un sens ou dans un autre, que les Juifs, ils étaient marginalisés dans les sociétés, surtout les sociétés arabo-musulmanes. Les sociétés arabo-musulmanes n'acceptaient pas, surtout avec le panarabisme. N'oublions pas qu'il y avait le panarabisme à l'époque, et ça commence, on appelle à la nationalisation de l'État. L'État doit être arabe, doit être musulman, et qu'on ne doit pas accepter d'autres. Il doit avoir un seul État, un État unique et national. Et ce nationalisme, ce panarabisme est véhiculé par des penseurs, par des résistants, surtout de résistants. Bon, ça avait des répercussions dans la rédaction de la constitution, première constitution du Maroc, où il y avait pas la composante juive dans la constitution. Par contre, en 2011, heureusement qu'il est constitutionnalisé. Andalou, ouais. Mais il faut revenir, parce que c'était une grande erreur. Les Juifs Donc vivaient... la première constitution, le Maroc est un pays musulman. à 100%. 100%. D'accord. Et c'est pour cette raison, parmi des raisons, que plusieurs Juifs, ils ont pris la décision de quitter le Maroc. Parce qu'ils se sont trouvés face à un État qui n'accepte pas La différence. Non, pas qu'il n'accepte pas. Il accepte les musulmans, mais en tant les juifs. Mais elle accepte les juifs en tant que Marocains, mais sans les intégrer dans la prise de décision. Et Mohammed V, surtout Hassan II, il a essayé de rectifier cette erreur en appelant à ce que dans la constitution du premier gouvernement marocain, après l'indépendance, c'est d'appeler un juif marocain d'être le ministre de la Santé. Il a été. Il l'a été dans un temps. Après 1948, il y avait ce qu'on appelle l'expansion de l'esprit et de l'idéologie sioniste au Maroc. On a commencé l'idéologie sioniste avant même 1948. Mais c'est propagé. Ils ont créé des bureaux comme ça d'une manière clandestine. Ils ont envoyé plus de 500 sionistes d'Israël pour un petit peu donner ils ont recruté de cette manière. Bon, envoyé, je ne sais pas les détails, mais quand même, ils étaient envoyés au Maroc pour un petit... Parce que le Maroc, la première communauté, la grande communauté du monde arabe, était la communauté juive marocaine. Ça, il ne faut pas l'oublier. 1 sur 4 juifs dans le monde arabe est marocain. Quand on voit les statistiques, c'est vraiment quelque chose de très important. Et là, quand ces envoyés, plutôt, ces recrutés sont arrivés au Maroc, ils ont essayé de propager l'idée que Israël, c'est l'État de tous les Juifs, et que les Juifs doivent rejoindre leur État, on a créé l'État, et que ceux ou celles qui n'acceptent pas, ils sont des traîtres. Comme ça, ils sont des traîtres. Et de cette manière, on a créé d'autres tensions et on a commencé à voir ce qu'on appelle l'Aliyah. L'Aliyah, il y a l'immigration massive des Juifs, l'Amérique latine, l'Espagne et l'Angleterre, etc. Mais la majorité, elle a pris la décision de rejoindre Israël. Et c'est comme ça qu'il y avait des problèmes démographiques parce que quand les Marocains ils ont quitté le Maroc, alors il y avait un vide dans pas mal de spécialités, dans pas mal de postes de travail, parce que ils étaient, par exemple, les spécialistes bancaires, ils étaient des banquiers. Ils exerçaient des professions que les autres n'exercent pas. Il avait, par exemple, le côté relation qu'on a parlé avant. Il avait le relationnel avec leurs corréligionnaires un peu partout. Donc les Marocains, quand ils se sont réveillés après, on s'est trouvé devant un embarras. Est-ce qu'on a une idée du nombre de Juifs qui ont quitté le Maroc pour Israël C'est peut-être 250 000. Dans un tour de 250 000. Sur une population marocaine à l'époque de peut-être 10 millions. 10 millions, 11 millions, entre 9 et 11 millions. Voilà, parce que donc les statistiques en proportion, c'est un grand poids. C'est un grand poids. Il y a 1 million de Marocains de confession juive qui habitent Israël. Donc c'est 1 million. C'est un chiffre significatif. D'ailleurs, on a au Maroc 656 marabouts sanctuaires juifs. 656. Et d'ailleurs, il y a un livre des Sakhar Ben Ammé, Pèlerinage juif, les saints du Maroc, et la vénération des juifs. Il y a 656 marabouts, ou bien pas marabouts, c'est pour les musulmans, mais sanctuaires, c'est-à-dire... Il y en a, alors les plus connus, je ne sais pas, il y en a un qui est près de Ben Ahmed, je crois. Le plus connu, il y a 3 qui sont très 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 connus au niveau international. Le premier, c'est Awaz Zain,
Le deuxième, c'est à Tétouan. Et le troisième, c'est Aouriwer à Stat. C'est le Chaouia. Près de Ben Hamid, c'est celui-là que je connais. Exactement, Voilà, exactement. C'est Aouriwer, c'est Moualin Dad. Moualin Dad, et d'ailleurs, j'ai écrit un article sur. Et Moualin Dad, c'est quelqu'un qu'on ne sait pas son origine, mais quand même, il est vénéré par les juifs, il était vénéré par les musulmans. Je ne sais pas comment expliquer ça anthropologiquement parlant. C'est-à-dire c'est très difficile. Ce sont presque des apories. Ouais, exactement. C'est comme des apories. Parce que si vous prenez l'exemple, un saint, tzadiq, on dit un tzadiq en hébreu, c'est le tzadiq, ce sont les tzadiq en général, c'est le mot exact, on ne peut pas utiliser un saint, etc. Bon, c'est un tzadiq. Il y a plus de 35 saints tzadiq marocains qui sont vénérés et par les juifs et par les musulmans. Et c'est un phénomène. On a des noms de ces 35 oui, parmi les plus connus, non? Oui, ils sont beaucoup, mais je crois par exemple Lalla Jamila à Tanger, à Ouriwer. D'ailleurs, j'ai oublié son nom, Ishaq Belloualid à Tétouan. Ishaq Belloualid, c'est lui qui était derrière l'encouragement de la communauté juive de Tétouan de créer la première école de l'Alliance israélite. Ah, donc il est récent. Donc il est récent, vers le 19e siècle. Et d'ailleurs, son synagogue, il était bien soigné. Pour conclure là-dessus, donc dire que ce phénomène de vénération des saints, c'est exceptionnel au Maroc et c'est ce qui explique ce lien et ces liens qui existent encore et qui existeraient peut-être entre les Marocains de confession juive et les Marocains de confession musulmane. Merci beaucoup, professeur Omar, c'était passionnant. J'invite les auditeurs à aller lancer, si le sujet les intéresse, à aller lancer un autre podcast qui a été réalisé avec monsieur Albert Sasson sur la communauté juive et qui, lui, se concentre plus sur le XXe siècle, sur l'histoire des tensions, les tensions qui ont suivi en particulier l'intifada en Palestine, comment la communauté juive du Maroc qui est restée a subi les répercussions de ces troubles dans les territoires occupés. Il raconte ça très bien avec son témoignage, y compris familial, et ça vient parfaitement compléter ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, qui remontait beaucoup plus loin dans l'histoire. Merci beaucoup. C'était super. Voilà, merci. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.